Démonstration de bonne volonté de la part d'Emmanuel Macron. Durant son voyage, il aura essayé de défendre l'action de l'État, réconforter les sinistrés, jusqu'à dormir dans les mêmes conditions que ces derniers. Opération de communication ou sincère empathie, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont encore à la une ce soir. Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est allé à la rencontre du personnel du rectorat. Il s'agissait pour le gouvernement de rassurer les enseignants, tandis qu'une rentrée partielle a été annoncée de la semaine prochaine à Saint-Martin. La Guadeloupe doit-elle s'attendre à un surplus de réfugiés sur son territoire ? Beaucoup de ceux qui ont trouvé refuge dans notre archipel n'envisagent pas un retour d'aussitôt à Saint-Martin. Nous écouterons ces personnes traumatisées. Et un an après sa disparition, le jeune Yohan Equinox a reçu un hommage appuyé et émouvant de la communauté scolaire. Les élèves et ses proches ont déposé une gerbe sur les lieux du crime. Le reportage d'ATV Guadeloupe sur un événement qui résonne encore dans le cœur de nombreux d'entre nous. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe jusqu'au bout. Il aura voulu montrer son énergie et sa volonté de venir en aide aux sinistrés avant d'achever son voyage à Saint-Barthélemy aujourd'hui et de rejoindre l'Hexagone cet après-midi. Emmanuel Macron a multiplié les marques d'affection envers les habitants, allant jusqu'à dormir sur un lit de camp dans la gendarmerie et à se laver avec un seau d'eau. Une mise en scène qui a d'ailleurs agacé de nombreux internautes. Et d'une certaine manière, depuis son arrivée, il aura essayé de défendre l'action de l'État, de motiver les intervenants de terrain. Sur le plan politique, il n'aura pas ménagé non plus ses adversaires, allant jusqu'à dénoncer une polémique politicienne. Première et deuxième journée du président aux Antilles avec Linda Kayarsi. Dès les premières heures d'Emmanuel Macron aux Antilles, le chef de l'État s'est voulu rassurant. Saint-Martin renaîtra. Je m'y engage. C'est ce que je suis venu faire aujourd'hui avec les ministres et l'ensemble des délégations qui m'accompagnent. Mesdames et messieurs, au-delà, vous l'avez compris, de la solidarité profonde, au-delà de ce message d'empathie, d'accompagnement que je veux porter, c'est la détermination pleine et entière qui est la mienne, celle du gouvernement pour construire l'avenir. Pour ce qui est de celles et ceux qui habitent l'île, il y a de la colère parce qu'il y a de la fatigue. Et je me rends aussi à Saint-Martin pour cela. Pour rassurer, pour montrer la détermination pleine et entière, pour consoler. Un soutien de poids pour Saint-Martin sur fond de polémique. Pouvait-on éviter le pire et surtout le gouvernement a-t-il failli dans la gestion de cette crise? À peine arrivé à Grand-Case, le chef de l'État est interpellé par les sinistrés d'Irma. Compte tenu des contraintes et des incertitudes à la fois météorologiques et géographiques, il n'était pas possible d'avoir une anticipation supérieure à celle-là, compte tenu même du caractère inédit de cet événement. Le temps n'est à aucune polémique, il est à l'action, à la mobilisation pour le retour à la vie normale et à la reconstruction. Ensuite viendra le temps de l'évaluation, j'y suis tout à fait disposé. Le gouvernement devra, devant le Parlement, répondre de ses actes, expliquer, et nous pourrons améliorer sans doute les procédures, on peut toujours s'améliorer. Le président de la République passera la nuit à Saint-Martin sur un lit de camp avant de se rendre à Saint-Barth ce matin. Une opération de com' pour un gouvernement qui promet de bousculer toutes les normes et toutes les procédures pour reconstruire une île dévastée à 95%. Et autre enjeu important après la catastrophe, celui du risque sanitaire. La ministre de la Santé, qui s'est rendue ce matin au CHU de Pointe-à-Pitre, a rappelé les consignes que devront respecter les Saint-Martinois afin d'éviter la survenue de toute épidémie. L'occasion aussi pour Agnès Buzyn de faire le point sur l'efficacité du dispositif de soins mis en place pour les blessés transférés au CHU. On l'écoute au micro de Karen Diam. Aujourd'hui, l'urgence est au déblaiement de façon à réduire les risques sanitaires. Quand les personnes boivent de l'eau en bouteille qui leur est distribuée sur place, il n'y a pas de risque sanitaire à partir du moment où ils boivent de l'eau potable. Certaines familles ont continué à prendre de l'eau de leur cuve et donc j'ai fait passer l'information qu'il fallait impérativement que l'ensemble de la population prenne l'eau qui était distribuée de façon à éviter tout risque sanitaire. Dans toute situation de crise, il y a toujours un risque sanitaire. Il est pour l'instant très bien anticipé puisqu'il y a 4 médecins épidémiologistes, spécialistes des épidémies, qui se sont rendus sur place dès le premier jour de façon à éviter la pullulation des moustiques, à vérifier qu'il n'y a pas de maladie émergente. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque épidémique. Il faut simplement que l'ensemble de la population de Saint-Martin s'astreigne à suivre les consignes, qui est de boire uniquement l'eau qui est distribuée sur place. Ce que j'ai pu observer
à la fois dit par les habitants et dit par les équipes médicales, c'est qu'il y a eu une excellence de la prise en charge. C'est-à-dire que tous les blessés qui ont été pris en charge l'ont été dans d'excellentes conditions, ont pu être évacuation sanitaire sur le CHU de Guadeloupe. Et en parlant de blessés, le SAMU Guadeloupe devra désormais prendre en charge les blessés qui présentent des lésions superficielles. Une nouvelle mission qui va nécessiter une réorganisation du service d'aide médicale urgent. On écoute d'ailleurs les précisions du directeur du SAMU Guadeloupe, Patrick Portécop, interrogé par Karen Diam. Nous allons devoir observer les phénomènes post-crise de manière à adapter notre réponse. Par exemple, recevoir les patients qui ne pourraient pas être pris en charge par rapport au niveau d'équipement de Saint-Martin, ce que nous faisons déjà, mais surtout être prêt à recevoir des blessures collatérales. Quand on voit l'immensité des dégâts et des réparations à faire, nous avons déjà commencé à recevoir des personnes qui chutent des lieux élevés, qui se blessent avec des engins dangereux, et donc ça va peut-être continuer. Nous devons aussi préparer notre établissement à recevoir d'éventuels cas de pathologies circonstancielles liées évidemment au phénomène climatique. Souvent dans ces cas-là, on peut avoir des proliférations d'agents pathogènes qui sont en rapport avec la mauvaise gestion des déchets, des eaux usées. Et c'est l'intérêt justement de la population de respecter les consignes, de boire exclusivement de l'eau en bouteille et surtout de respecter les bonnes mesures d'hygiène en se lavant le plus souvent possible les mains et en observant le bon sens qui évitera autant qu'on peut les accidents domestiques. Mais ça devient compliqué dans un endroit où il n'y a plus de repères. Y aura-t-il une rentrée partielle des élèves à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy la semaine prochaine? Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est allé ce matin à la rencontre du personnel du rectorat. Un déplacement pour soutenir la communauté éducative, mais aussi l'occasion pour le ministre d'insister sur la nécessité d'assurer le rétablissement des meilleures conditions possibles de scolarisation des quelques 10 000 élèves de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Reportage Isabelle Hameau. Après sa visite à Saint-Martin, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a montré son soutien au personnel et enseignants. Le retour progressif à la normale se fera en plusieurs étapes. Oui, bien sûr, ça passe par le soutien matériel, ça passe beaucoup par le soutien psychologique aussi. Beaucoup de choses sont à faire en la matière. Et puis c'est tout un plan. Vous voyez, j'étais avec la cellule psychologique du rectorat, la cellule de crise du rectorat, qui a fait un travail formidable depuis le début, dès le moment du cyclone. Nous travaillons depuis le début entre Paris, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin et Saint-Barthélemy heure par heure sur ces sujets. Et donc ça passe par de l'aide sociale, de l'aide au logement, toute une série de choses, mais surtout par un plan qui était élaboré maintenant, que j'ai présenté devant le président de la République hier et devant l'ensemble des autorités de la collectivité de Saint-Martin, de façon à ce qu'on soit tous coordonnés, unis pour le rebond de la société. Dans la cellule d'accueil du personnel revenant de Saint-Martin, Jessie, enseignante au premier degré, pour elle, le retour à l'école dès la semaine prochaine prévu par Emmanuel Macron est prématuré. Un accompagnement psychologique et une adaptation seront nécessaires. Là, dans l'immédiat, ça serait compliqué. Le traumatisme, il est encore bien réel, bien présent, parce qu'on a vu notre mort au sens vraiment propre. C'est pas juste une expression. Donc, ce serait difficile là d'être devant des élèves. Donc, on a encore besoin de temps pour se ressourcer en famille. L'école, l'éducation, des priorités dans la reconstruction de Saint-Martin, oui, mais pas à n'importe quelles conditions. La plupart de mes collègues, nous sommes déjà prêts à repartir. Une fois que les conditions sanitaires, l'accueil sont même minimales, on ne demande vraiment pas de retrouver les conditions d'avant, mais le minimum, on est prêt à repartir et à reprendre le boulot, à travailler, retrouver nos élèves. Mais quand nous sommes partis, il y avait encore beaucoup de détritus, de débris, des eaux stagnantes. Donc on ne peut pas accueillir les enfants, installer des tentes, des choses comme ça sur un sol pareil. Donc au moins que ce soit relativement propre, on va dire, et l'eau. L'électricité, c'est même pas grave, mais de l'eau. Au niveau du matériel, un minimum, mais on va trouver des solutions, on va s'adapter. Au moins du papier et des stylos. Ils sont plusieurs enseignants à avoir été rapatriés ici et comptent sur l'accompagnement psychologique jusqu'à leur rentrée définitive. Et voici pour les enseignants, mais écoutons tout de suite la réaction du recteur Camille Galap, interrogé par Isabelle Hameau.
Les dispositions sont prises pour à la fois que les collègues qui sont à Saint-Martin et qui ont souffert qui ont vécu ce traumatisme du cyclone Irma soient pris en charge très vite. Et puis j'ai pu les voir hier et ils expriment la volonté de repartir à Saint-Martin dès que les conditions seront réunies pour pouvoir accompagner les enfants sur place. Ça participe à la réalisation d'un projet éducatif important et bien évidemment si les élèves n'ont pas de solution, dans nos établissements en Guadeloupe, nous sommes en capacité aussi de les accueillir, mais l'objectif c'est de redémarrer le plus vite possible dans les meilleures conditions, à la fois pour les personnels et les élèves, pour pouvoir les former sur place. À la caisse d'examen, on met la priorité dessus au niveau de la Guadeloupe, on fait le recensement des places disponibles et le processus est engagé en tout cas. Et le gouvernement a décrété vendredi dernier l'état de catastrophe naturelle pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Mais que signifie concrètement ce décret? On regarde tout de suite le décryptage du texte et de son fonctionnement avec Linda Kayarzi. La garantie catastrophe naturelle prévoit la prise en charge des dommages matériels causés aux seuls biens assurés. En France métropolitaine, elle couvre tous les périls sauf le vent, soumis à la garantie tempête qui n'a pas besoin de l'état de catastrophe naturelle pour être appliquée. Dans le cas des DOM-TOM, la garantie catastrophe naturelle n'intervient que si les vents dépassent 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafale mesurée en surface. En dessous de ce seuil, l'indemnisation relève de l'assurance tempête classique prévue dans les contrats multirisques habitation. Concernant les limites de la garantie, les véhicules assurés au tiers, c'est-à-dire uniquement en responsabilité civile, ne bénéficient pas de l'assurance catastrophe naturelle. Sont également exclus de la garantie les bateaux et les marchandises transportées, les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, au sol ou encore au bétail non enfermé. Dès la parution de l'arrêté de catastrophe naturelle, les assurés ont jusqu'à 10 jours pour adresser leur déclaration de sinistre à leur assureur. Les assureurs recommandent de leur transmettre dès que possible un état estimatif des pertes et de leur fournir tout type de documents attestant de l'existence et de la valeur des biens détruits ou endommagés, comme une facture ou une photographie. Enfin, concernant le délai d'indemnisation, les assureurs ont 2 mois pour verser une première provision et 3 mois pour indemniser intégralement. Les victimes d'Irma peuvent espérer une réparation des dommages dans les 2-3 mois, dans le cadre d'une procédure accélérée, a précisé la semaine dernière le directeur général du réassureur public CCR, Bertrand Labillois, sur CNews. Pour des dommages allant jusqu'à 500 à 1000 euros en fonction des assureurs, le sinistré peut demander une avance ou engager les dépenses et se faire rembourser ultérieurement. Au-delà, l'assureur enverra un expert pour estimer les dommages. En cas d'indemnisation, une franchise de 380 euros est prévue pour les biens à usage des particuliers et de 1140 euros minimum pour les biens à usage professionnel. Et pour que les propriétaires, les locataires, les bailleurs et les accédants à la propriété sinistrée soient plus précisément informés de leurs droits, mais également de leurs obligations, la DIL de la Guadeloupe et ses conseillers juristes se tiennent à leur disposition. Martine Poujol-Léon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la directrice de la DIL Guadeloupe. En quoi pouvez-vous aider ces personnes sinistrées, rescapées, réfugiées en Guadeloupe ? Oui, alors on peut leur indiquer leurs droits et leurs obligations puisque la DIL, Agence départementale d'information sur le logement, a une mission d'information et de conseil entièrement neutre, personnalisé et objectif. Et après le temps en fait, des difficultés, des privations, du ravitaillement, on a de plus en plus à la DIL des interrogations venant, comme vous le disiez, de locataires et de propriétaires qui se retrouvent avec des logements partiellement détruits ou entièrement détruits et qui veulent en savoir plus de leurs droits et leurs obligations. Ils veulent avant tout savoir si le contrat de location se poursuit, si le contrat de location est caduc du fait justement de ce bien, de ce logement qui est totalement détruit. En fait, bref, toutes les conséquences des rapports locatifs, toutes les conséquences de cet ouragan sur les rapports locatifs notamment. À quoi peuvent-ils prétendre? Je pense au propriétaire qui a quitté Saint-Martin, Saint-Martin qui est complètement dévasté. À quoi peut prétendre ce propriétaire? Alors, s'il retourne chez lui, bien sûr. Oui, alors s'il est assuré, il pourra faire sa déclaration d'assurance. Tout à l'heure, on a vu le sujet. Il pourra faire sa déclaration d'assurance et en attendant, il pourra prétendre à une indemnisation, mais en lisant scrupuleusement son contrat d'assurance avec les exclusions que cela peut entraîner. Près d'un habitant sur 2
n'auraient pas souscrit à une assurance habitation à Saint-Martin. Que se passe-t-il pour ces derniers ? Alors, pour cela, ça va être difficile puisque le contrat d'assurance, l'assurance est obligatoire quand on est locataire et quand on est aussi propriétaire bailleur et quand on est propriétaire pour assurer ses biens. Donc, ceux-là devront compter, je pense, sur la solidarité de l'État ou des collectivités, mais aussi beaucoup aussi, enfin, sur eux-mêmes aussi. Vous parlez justement d'obligations. Quelles sont ces obligations ? Alors, l'obligation principale, c'est de souscrire une assurance. Alors, une assurance pour le clos et le couvert, bon, pour les murs, l'habitation lorsqu'on est propriétaire bailleur et qu'on loue à un locataire. Et le locataire doit s'assurer également, assurer ses risques locatifs, assurer ses biens, les biens qu'il a du fait qui sont placés dans ce logement, en fait. L'ADIL aussi conseille pour les logements pour ceux qui souhaitent rester en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez également les aider à trouver un logement, enfin... Oui, alors pour ceux dont le logement a été totalement détruit, l'ADIL va leur expliquer la procédure pour avoir un logement, mais ces personnes, bien entendu, pour les réfugiés qui ont des logements totalement détruits et qui, en fonction des critères de mise en place par l'État, font partie de ces réfugiés qui ont des enfants, des jeunes enfants ou des personnes âgées, elles sont considérées comme prioritaires. D'ailleurs, les personnes dépourvues de logement sont prioritaires. En fait. Est-ce qu'il y a une clause spécifique justement dans ce type, dans ce genre de contexte de catastrophe naturelle pour ces personnes ? Je pense que, en fait, en matière de catastrophe, elles sont considérées comme prioritaires et nous sommes justement, les pouvoirs publics sont en train de réfléchir et en train de mettre en place des mesures particulières pour rapidement répondre à leurs demandes. L'ADIL veut absolument s'investir et s'engager aussi pour aider toutes ces personnes. Une antenne est installée à Saint-Martin. J'imagine qu'elle n'est plus debout aujourd'hui. Comment allez-vous vous organiser ? Alors en fait, on a une permanence à Saint-Martin une fois par mois à la demande de la collectivité depuis 2014. Alors la prochaine permanence a lieu le 25 septembre. Donc nous cherchons à entrer en contact avec la collectivité pour savoir justement si le local où nous faisions cette permanence est toujours existant et voilà, pour pouvoir faire cette permanence, parce qu'en attendant, nous sommes disponibles par téléphone et nous pouvons renseigner l'ensemble des propriétaires et des locataires, des occupants à titre gratuit pour leur faire un diagnostic de leur situation et leur indiquer au cas par cas les solutions s'appliquant à leur cas, les aides éventuelles, les procédures en matière juridique et les conseils juridiques, donc financiers et fiscaux s'appliquant à leur cas. Avez-vous déjà reçu beaucoup d'appels ? On a reçu une dizaine d'appels et on a reçu aussi des messages par Internet. Alors les appels téléphoniques qu'on reçoit, bien sûr, on les traite en priorité, mais beaucoup de gens nous disent qu'ils ne peuvent nous appeler que très brièvement et ils cherchent des endroits où ils peuvent avoir des connexions pour pouvoir nous appeler. Mais on a de plus en plus de gens qui nous appellent. Martine Poujol-Léon, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Quel avenir justement pour ces personnes qui ont tout perdu? Beaucoup n'envisageraient pas un retour à Saint-Martin d'aussitôt, dévasté par l'ouragan Irma. Patrick Curie et Moïse Dexter, en tout cas, leur ont donné la parole. On les écoute. Mais oui, c'est mon pays. Mais pour l'instant, il faut qu'on prenne un peu à l'aise parce qu'on a tout perdu. Ça dépend beaucoup de choses, quoi. Franchement, la première chose déjà qu'il faut bien dire, Saint-Martin, il faut évacuer les gens. Oui, mais dans de nombreuses années, parce que là, vu comment elle est, l'île maintenant, c'est fini, quoi. Ça prendra au moins 2-3 ans avant que ça soit comme avant. Donc je pense que je vais quand même faire mes études plus tard et peut-être éventuellement venir à Saint-Martin, mais pour l'instant, non, je peux pas revenir. Moi, comme j'ai habité à la Guadeloupe, à Saint-Martin, je suis juste venu chez ma sœur pour installer ma fille à l'école. Alors je peux encore savoir comment ça va aller, alors je ne peux pas te dire. Je sais pas, j'ai mon fils de 9 ans avec moi, donc je ne sais pas, déjà je vais le mettre à l'école et après moi je verrai quand. Je ne vais pas revenir. Surtout que je suis traumatisé par rapport à ce qui s'est passé, toutes les catastrophes, comment on a été hébergés, et pour partir ça a été très compliqué, surtout le départ. Je pense pas que je partirai avant longtemps. Je ne vais plus. J'ai habité par obligation, parce que je faisais souvent des voyages Santo Domingo et
Marigot, ça me servait pour la carte verte, la carte de sécurité sociale, pour mes soins, parce que je suis handicapé. Alors, de temps en temps, je venais à Saint-Martin pour prendre mes médicaments. Dans quelques mois, je pense que je vais retourner. Mais pour l'instant, j'ai des gens en France qui, déjà, il est prêt pour nous aider. Donc, on va se relaxer un peu parce que ça nous a traumatisé un peu. Et après ça, on va décider qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis comment avez-vous jugé le déplacement d'Emmanuel Macron aux Antilles? Certains l'ont ironisé et ont accusé le président d'avoir tenté d'échapper aux manifestations contre la loi travail qui ont eu lieu à Paris. Karen Diamer vous a posé la question, on vous écoute. Je pense que c'est plus une opération de communication, histoire de se faire bien passer auprès de la population de Saint-Martin, parce que en réalité, quand on voit dans les faits que la situation a été très très mal gérée et que, histoire de pouvoir plus ou moins apaiser les esprits, voir que Monsieur le Président est là, mais bon, dans les premiers jours, au fait, on n'attend surtout pas la visite de Monsieur le Président, mais on attend surtout des aides. Donc je pense que c'est surtout de la communication, quoi. Écoutez, sûrement un petit coup de com', un petit coup de communication pour se redorer son image. Et puis parce qu'en gros, toutes les équipes essentielles étaient déjà sur place, aurait-il fallu qu'il le fasse un peu plus tôt? Mais ma foi, si c'est utile, qu'il le fasse. Je pense que c'est une bonne chose. En tant que chef d'État, il devait se manifester. Donc il était à sa tâche, c'est très bien. Je pense que c'est une bonne chose. Par contre, je pense qu'il aurait dû venir avant. Parce que là, une semaine après, c'est un peu tard. Et avant, ça aurait été mieux, quoi. Qu'il vienne le lendemain, le surlendemain. Par contre, qu'il se déplace, c'est très bien. Parce que je pense que comme ça, la population voit qu'ils sont considérés. Parce que c'est déplorable la situation actuelle entre les dégâts matériels, les problèmes psychologiques des gens et en plus la délinquance qui s'y met. C'est vraiment gros problème et je pense qu'il faut vraiment agir rapidement et qu'il y ait du soutien dans tous les domaines. Ça, c'est important. Il a bien le droit de venir chez lui, il est chez lui. Par contre, ce que je déplore, c'est de sa gestion. La gestion des Français, c'est-à-dire, je parle ceux qui ressemblent plus aux descendants de la race aryenne. C'est un peu leur gestion. Gérer ces gens-là, ça a été gérer les autres qui me ressemblent un peu plus. Donc, il y a une différence dans la gestion des gens à Saint-Martin. Et l'autre chose que je déplore énormément, c'est que je suis toujours ahuri de voir, je prends le cas, en Guadeloupe par exemple, hier, je voyais les forces de l'ordre partout, qui contrôlaient les voitures pour donner des contraventions sur les radars, toujours les bêtises comme d'habitude pour un point de plus, un point de moins, etc. Par contre, à Saint-Martin, on aurait bien besoin des forces de l'ordre là-bas pour mettre un peu d'ordre entre guillemets, puisqu'il n'y a jamais eu, et au moins que la France puisse prendre ses responsabilités et ne pas laisser les pays des nègres livrer seulement aux nègres. Et l'autre sujet qui a marqué l'actualité de ce mercredi, c'est l'hommage rendu au jeune Yohan Equinox. 1 an déjà que le lycéen de 15 ans est tombé sur les coups d'un autre jeune du même âge. Ce meurtre insoutenable avait soulevé une vague d'émotions dans l'archipel tout entier. Ce matin, le lycée Chevalier de Saint-Georges lui a rendu hommage sur les lieux du crime. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Des gerbes pour rendre hommage à Yohan Equinox. À l'endroit même où ce jeune garçon de 15 ans est mort pour avoir refusé de donner son téléphone portable ce 13 septembre 2016, pour les membres de la famille, il est difficile de se relever. Ça me fait chaud au cœur parce que je vois tout le dispositif qu'ils ont mis en place pour pouvoir aller rendre hommage à mon cousin. Franchement, ouais, je félicite l'école et ça me fait chaud au cœur. Il était fondamental pour la communauté scolaire de commémorer le départ brutal de Yohan Equinox. Se souvenir pour dire plus jamais ça, plus jamais un jeune, de nos jeunes, de notre lycée, des autres lycées, de la Guadeloupe, du monde entier, ne peut mourir pour du matériel. Un portable, une chaîne, une bague, une voiture, n'importe quoi. On ne meurt pas pour du matériel. Mais il était fondamental que nous puissions, malgré tout, marquer ce souvenir. Pas comme on aurait voulu le faire véritablement, mais au moins le marquer.
Dès 8h30, le proviseur a rassemblé les élèves dans l'allée centrale du lycée pour partager ensemble le souvenir de cette tragédie. Mais pour des raisons de sécurité, seule la classe de Johan, entourée du proviseur et d'adultes et du service de sécurité, s'est rendue sur les lieux du meurtre. Beaucoup d'émotions. Ce qui s'est passé est inadmissible et je souhaite que ça ne se reproduise plus et qu'on va recommémorer à sa mémoire toutes les années jusqu'à temps que la Guadeloupe prenne conscience vraiment qu'il faut arrêter cette violence. Il faudra encore marteler des messages de paix, multiplier les actions de non-violence pour que les choses changent, car malheureusement la violence aux abords des établissements scolaires n'a pas disparu. Johan Equinox n'avait que 15 ans. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les passagers seraient en danger en Guyane selon les aiguilleurs du ciel qui sont en grève. Et puis nous irons à la rencontre de ces passionnés de généalogie qui ont transmis leurs passions au salon qui s'est tenu dans la ville du Havre. Et puis, bonne nouvelle, dans 7 ans, le monde sportif viendra partager la flamme des Jeux Olympiques à Paris. La capitale a été officiellement désignée aujourd'hui lors de la 131e session du Comité international olympique à Lima au Pérou. Une opportunité en or, en tout cas pour la France, qui n'avait pas obtenu ce privilège depuis un siècle. Les contrôleurs aériens de l'aéroport de Cayenne sont en grève depuis ce matin. Les aiguilleurs du ciel exercent un métier qui nécessite une attention et une concentration de tous les instants. Et pourtant, aujourd'hui, la moitié des effectifs manquent à l'appel, surmenés. Ils craignent pour la sécurité des passagers. Le détail avec Jonathan Lariot. Combien de temps encore tiendront les contrôleurs aériens de l'aéroport Félix-Éboué avant de s'effondrer? Au nombre de 14 sur les 25 nécessaires pour le bon fonctionnement de l'aérogare. C'est 100% de l'effectif qui est aujourd'hui en grève contre ce manque de moyens. Les gens travaillent dans une espèce d'angoisse permanente qu'un jour il y ait un accident. Et on a pénalement une responsabilité énorme. Notre travail consiste essentiellement à assurer ce qu'on appelle l'anti-collision entre ces aéronefs, c'est-à-dire faire en sorte que ces aéronefs ne se rencontrent jamais. On a besoin de 9 contrôleurs par jour. Nos temps de pause sont souvent amputés, voire inexistants. C'est un métier qui demande beaucoup de concentration sur un laps de temps très court. Et aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est qu'on ne parvient plus à assurer en toute sécurité l'ensemble des services qui devraient être les nôtres. Alors nous le faisons tout de même, mais on se rend compte qu'on atteint les limites du système. En Guyane, c'est en moyenne 2 à 3 vols par jour qui arrivent à l'aéroport de Félix-Éboué. Mais arriver à bon port ne dépend pas seulement des pilotes aux commandes des aéronefs. Dans l'aérogare, la tour de contrôle veille. En son sein, une équipe de contrôleurs aériens qui ont pour mission de permettre l'arrivée des avions à bon port. Si les salariés sont en grève, cela ne se voit pas, car malgré leur désarroi, ils sont obligés de maintenir leur surveillance. L'administration, à chaque fois que nous déposons un préavis de grève, réquisitionne un certain nombre d'agents pour assurer un trafic minimum. Donc ce trafic-là, forcément, est assuré en toute sécurité par les collègues. Mais c'est vrai que le droit de grève a peut-être un impact un peu moins fort que les années auparavant où ce service minimum n'existait pas. Si l'administration a déterminé qu'il fallait 25 personnes pour travailler de manière optimale à Cayenne, si nous en sommes à 14, c'est que manifestement il y a quelque chose qui n'est plus possible. Mais l'aéroport de Cayenne souffre de son manque de popularité. La direction peine à recruter. Des réunions ont eu lieu à Paris avec la direction générale de l'aéroport afin de trouver des solutions. Mais aujourd'hui, rien ne convient aux syndicats. Avec 2 salariés en moins dès le mois prochain qui amènera l'effectif au nombre de 12, les contrôleurs ne prévoient pas de cesser leur droit de grève. Faire découvrir la généalogie aux non-initiés, notamment aux jeunes, c'est ce que désirent les membres du groupement généalogique du Havre et de la Seine-Maritime qui avait mis en place le salon de la généalogie au Carré des Docks au Havre. Nos correspondants d'ATV Paris étaient aussi curieux de découvrir ce salon. On regarde. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas la Bretagne, mais bel et bien l'Outre-mer qui était l'invité d'honneur du 24e congrès national de généalogie qui se déroulait ce week-end au Havre. Une invitation comme une évidence dans cette ville portuaire qui a noué au fil des siècles des liens très forts avec l'Outre-mer et en particulier les Antilles. Au Havre, on était quand même un port de commerce qui a beaucoup commercé bien évidemment avec les Antilles, avec la Martinique, avec la Guadeloupe. Mais bien sûr, on a un passé historique puisqu'on était le 2e port de traite négrière en France. On a été et on est encore le premier port de commerce pour le café, pour le coton avec les Antilles.
Ateliers, expositions, conférences et stands de toutes les régions françaises, ce sont près de 1000 généalogistes qui ont accueilli 5000 visiteurs pour partager leur passion pendant 3 jours. L'outre-mer mise à l'honneur pour souligner les spécificités propres aux régions ultramarines, notamment les Antilles et ses racines africaines. Ils m'ont dit, nous, avec tout ce que l'on a pu retrouver comme documents, etc., on a pu remonter jusqu'à notre ancêtre africain. Dans les registres, on trouve seulement la mention « né en africain ». On a de nombreuses surprises. Par exemple, hier, il y a un membre de la délégation martiniquaise qui a retrouvé effectivement un lointain cousin qui est venu vers lui. Ils ont vu effectivement qu'il s'agissait d'une branche qui était partie en Martinique et l'autre qui était restée en Normandie. Il y a des surprises comme ça en généalogie. Des histoires individuelles qui permettent de raconter l'histoire avec un grand H, une manière également de faire du lien social. Ce qu'il reste, je pense, à faire, c'est de connecter ces histoires individuelles avec une histoire de la société, avec une histoire collective. Vu en fait les enjeux quand même de l'histoire en Martinique et aux Antilles pour, disons, arriver aussi à construire une société qui soit peut-être une société dans laquelle on comprend mieux les tenants et aboutissants, je crois qu'il y a quand même un travail spécifique à mener. Reste à sensibiliser désormais les plus jeunes à la généalogie et c'est aussi le rôle de ce congrès. La prochaine édition aura lieu dans 2 ans. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking de l'Hypercasino de Desmarais à Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 13 septembre. Nous l'avons vu ce soir, démonstration de bonne volonté de la part d'Emmanuel Macron durant son voyage. Le président de la République aura essayé de défendre, en tout cas l'action de l'État, de réconforter les sinistrés, allant jusqu'à dormir dans les mêmes conditions que ces derniers. Une mise en scène estimée comme une opération de communication. Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est allé à la rencontre du personnel du rectorat. Il s'agissait pour le gouvernement de rassurer les enseignants à qui on a annoncé justement qu'une rentrée partielle s'effectuera dès la semaine prochaine à Saint-Martin. Et la Guadeloupe doit-elle s'attendre à un surplus de réfugiés sur son territoire? Beaucoup de ceux qui ont trouvé refuge dans notre archipel n'envisagent pas un retour d'aussitôt à Saint-Martin, dévasté par l'ouragan Irma. 1 an après sa disparition, le jeune Yohan Equinox a reçu aujourd'hui un hommage appuyé et émouvant de la communauté scolaire. Les élèves et ses proches ont déposé une gerbe sur les lieux du crime. Les caméras d'ATV Guadeloupe étaient sur place pour capter ce moment d'émotion. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.